c'est débat sur ce plateau, sur notre avenir, notamment depuis un 47e président des États-Unis qui, depuis hier soir, pose pas mal de questions. La devise, tout s'achète, tout se vend. Tout n'est une question que de rapport de force. Voyez Donald Trump dans le bureau ovale. Il signe des décrets. Il en a signé un paquet hier. À peine investi, il s'est lancé dans une frénétique séquence de signatures. D'abord à la Maison-Blanche et puis là, regardez, hier, pendant un meeting, il a même jeté ses gros marqueurs noirs dans le public. Certains sont concernés. Vous allez le voir, nous sommes concernés, nous les Européens. On verra ça dans un instant avec Laura Pouget qui nous a rejoint. Mais d'abord, l'image est importante. Vous imaginez Biden faire ça? Moi non. Alors Laura, on ne l'imaginait peut-être pas, mais en tout cas Donald Trump, on l'a vu, il en a signé. Il va continuer encore aujourd'hui à signer ces fameux décrets. Des décrets, on va le voir avec vous, qui vont nous impacter, bouleverser nos industries. Est-ce que l'on peut dire que la guerre économique est déclarée depuis hier ? Le Canada et le Mexique, Christophe, devraient être les premiers ciblés avec l'instauration de droits de douane de l'ordre de 25% à partir du 1er février. Donald Trump l'a annoncé hier, mais il n'a pas pour autant oublié l'Europe, même s'il est resté plus évasif. Écoutez-le. Ils sont durs, ils sont très durs. Ils ne prennent pas nos voitures, ils ne prennent pas nos produits agricoles, ils ne prennent presque rien. Et pourtant, nous prenons leurs voitures et leurs produits agricoles. Nous leur prenons beaucoup. Donc vous savez, nous avons un déficit d'environ 300 milliards de dollars avec l'Europe. Nous allons donc régler ce problème avec des tarifs douaniers, ou bien ils devront acheter notre pétrole. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. La seule chose qu'ils peuvent faire pour rattraper leur retard rapidement, c'est acheter nos puits de pétrole et de gaz. Et ils devraient le faire. Donald Trump parle d'un déficit d'environ 300 milliards de dollars avec l'Europe. Selon les derniers chiffres que j'ai pu consulter, il serait plus précisément de 214 milliards sur les 12 derniers mois, dont 76 milliards rien qu'avec l'Allemagne. Pour Berlin, Washington est le premier partenaire commercial. Les Allemands vendent aux Américains beaucoup de machines-outils, d'automobiles et de produits pharmaceutiques. Dans ce contexte, le retour de Trump inquiète particulièrement le pays et des projections ont été faites pour évaluer le manque à gagner en cas de guerre commerciale. Selon l'Institut d'économie de Cologne, si le président américain augmente les droits de douane de 10% et que l'Union européenne contre-attaque avec des mesures équivalentes, l'Allemagne pourrait enregistrer une perte de PIB de plus de 125 milliards d'euros. Si les hausses sont de 20%, la perte pourrait monter à 180 milliards d'euros. Et nous, chère Laura, la France dans tout cela? On est sceptique sur le plateau. On s'interroge. En France, les secteurs les plus touchés pourraient être la pharmacie et la parapharmacie aussi, mais également le luxe, la cosmétique, le fromage, le cognac et bien sûr le vin. Ce ne serait pas une première pour ce dernier secteur, puisqu'il a déjà connu une vague de taxes Trump. Souvenez-vous, des taxes de 25% avaient été appliquées sur les vins français à partir d'octobre 2019, en représailles à un conflit commercial entre Boeing et Airbus. Elles n'avaient été retirées qu'avec l'arrivée de l'administration Biden en 2021. Pour cette période, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux avait estimé le montant du manque à gagner à environ 500 millions d'euros. Résultat, aujourd'hui, les exportateurs de vin se sentent particulièrement menacés et se préparent à diminuer leurs marges pour 2025. Cela va constituer un séisme dans notre secteur qui a déjà dû traverser des années difficiles, témoigne l'un d'entre eux dans le journal Midi Libre. Ce sont des spéculations, des stratégies de négociation, veut pourtant croire un autre. Un avis semble-t-il partagé par Thierry Breton. L'ancien commissaire européen l'exprime aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Donald Trump pousse parfois le bouchon très loin pour amener ses interlocuteurs sur son terrain. Nous le savons, à nous de nous y préparer. Merci beaucoup, c'était très intéressant, chère Laura. On reviendra sur le caractère évasif des menaces en ce qui nous concerne de Donald Trump dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute notre Premier ministre François Bayrou. Vous allez voir qu'il est un peu en divergence quand même avec Thierry Breton. Lui, il pense que ça peut nous tomber sur le nez. L'investiture de Donald Trump, ça nous met devant notre responsabilité. Si nous ne faisons rien, eh bien notre destin est très simple, nous allons être dominés, nous allons être écrasés, nous allons être marginalisés. Et c'est une décision qui ne tient qu'à nous, les Français et les Européens. Parce qu'évidemment, sans Europe, c'est impossible de le faire.
Et ce ressaisissement-là, c'est bien la question qui se pose dans les jours que nous vivons en France. Ça a une deuxième signification, c'est que nous ne pouvons nous ressaisir que si nous nous réunissons. Ce qu'il faudrait d'ailleurs pendant les sonores, c'est d'avoir une caméra sur le plateau quand vous avez tous les invités qui font comme ça pour dire il a raison. Alors Claire, à quelle sauce nous allons être mangés? Parce que j'ai bien compris que ça semblerait compliqué. D'ailleurs, il y avait toute la stratégie Trump qui dit voilà, ils sont forts, ils font peur, mais ils nous achètent rien. Si ils veulent, il faut qu'ils achètent. On se souvient des multiples déclarations de Donald Trump qui disait il y a trop de berlines allemandes dans les rues de New York, ça l'agaçait prodigieusement, et il n'y a pas assez de berlines américaines dans les rues européennes. Donc effectivement, c'est un grief qu'il tient envers l'Europe depuis longtemps. On va pâtir de ces sanctions, ça c'est sûr. Laura nous parlait du secteur des vins et des spiritueux. Pour le cognac, ça a été désastreux. En 2019, les ventes se sont effondrées. Là, ça va être la même chose, parce que les États-Unis, c'est le premier acheteur de cognac français. Et surtout, le cognac... Pour la petite histoire, en 2019, ça avait été relancé après par les rappeurs. Alors, pas certains... Oui. Comme c'est pas du goût d'un certain Donald Trump que ça suffise. Ça suffira pas. Le cognac français, il faut savoir qu'il exporte 98% de sa production. Et que c'est les États-Unis qui sont acheteurs en premier lieu. Donc vous avez des secteurs comme ça qui sont extrêmement nerveux aujourd'hui, même si pour l'instant, il a été assez vague sur l'Europe. Il a commencé par dire je vais appliquer des droits de douane de 25% au Canada et au Mexique. On sait que ses voisins sont dans sa ligne de mire, mais nous aussi, on va en pâtir, ça c'est sûr. Et effectivement, François Bayrou qui dit faut pas qu'on se laisse faire, Thierry Breton qui dit il faut que l'Europe soit unie. Il faut, oui, nous avons les leviers pour répondre éventuellement via les droits de douane. Après, la guerre commerciale, c'est perdant-perdant. Donc c'est pas dans l'ADN de l'Europe de mettre des tarifs douaniers à tout va. On sait très bien que économiquement. Mais oui, mais si Trump le fait alors. Voilà, on a les leviers. Faut qu'on change de philosophie. C'est une question de bras de fer, si vous voulez. C'est une question de montrer les muscles. L'Europe l'a un peu fait vis-à-vis de la Chine en montant les tarifs douaniers sur les véhicules électriques. Donc on peut aussi le faire en rétorsion sur des produits américains. Mais encore une fois, on est très dépendant aussi avec le marché américain. Donc, vous avez vu Laura qui disait impact sur le PIB en Allemagne, etc. Effectivement, il y a déjà des estimations qui prouvent que c'est 1% du PIB européen qui pourrait être impacté par cette guerre commerciale. Le nouveau chancelier allemand, d'ailleurs, celui qui devrait remplacer Olaf Scholz l'a bien compris puisqu'il est déjà parti... en quête d'absolution du côté de Mar-a-Lago. Ça, c'était juste avant l'investiture. Inquiet, sceptique ? Alors, moi, je ne suis pas persuadé qu'il y aura une guerre commerciale, parce que pour qu'il y ait une guerre commerciale, il faut qu'il y ait deux choses. Quelqu'un qui est à l'offensive, ça sera Trump, et quelqu'un qui a envie de se défendre, ça soit les Européens. Je ne crois pas que les Européens vont se défendre. Je crois que les Européens vont faire exactement ce qu'a commencé à faire le peut-être futur chancelier allemand, c'est-à-dire aller baiser l'anneau et essayer d'obtenir les meilleures conditions possibles. Et donc, Trump va probablement réussir à nous diviser. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit François Bayrou quand il dit, voilà, il faudrait qu'on s'unisse pour pouvoir résister. Mais il suffit qu'il y ait une brèche, et il y en aura, parce qu'en fait, ce n'est pas juste une compétition économique. Donald Trump, il a d'autres leviers sur les Européens. Il a le levier militaire. Il n'y a qu'à voir qui était autour de lui. Il a le levier militaire, il a le levier technologique, il a énormément de leviers. Il a le levier juridique. Il ne faut pas oublier la puissance de l'extraterritorialité du droit américain. Donc si les Américains veulent dicter leurs conditions à l'Europe, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'ils sont largement en condition de le faire. Et ce n'est pas comme avec la Chine, où on n'a pas la même dépendance géopolitique à la Chine. C'est un partenaire commercial avec lequel il peut y avoir des disputes, ça peut être un compétiteur géopolitique. Les États-Unis, c'est de fait le suzerain de l'Europe. Et nous, Français, qui nous sommes tenus un certain temps à l'écart de ce système-là, aujourd'hui, par le fait que nous sommes liés à nos partenaires dans l'Union européenne, on en subira les conséquences. Et les premiers qui iront sans doute à Canossa, ce seront les Allemands, parce que c'est ceux qui ont le plus à perdre, et parce que depuis 1945, ils regardent toujours vers l'Amérique. Alors, il y a les Allemands, on sait qu'il y a les Italiens, parce qu'il y a une promiscuité ou une relation ou une amitié avec Giorgia Meloni. Vous partagez également ce scepticisme ? Alors, il faut quand même revoir les choses. D'abord, quand il dit que l'Amérique, ça va être l'âge d'or, la situation des États-Unis n'est pas si mauvaise que ça. Je crois que l'année dernière, il y a eu 3% d'augmentation de croissance. Il y a eu des choses qui ont été faites. Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, comme vous le dites tout à fait justement, on est dans la stratégie de Trump qui tape très fort. Il a écrit d'ailleurs dans son bouquin « L'art du deal », il tape très fort d'entrée pour pouvoir ensuite avoir des éléments de négociation. En ce qui concerne l'Europe,
il est clair qu'il va falloir qu'elle se mobilise. Alors, il y a qu'à Faucon, il va vraiment falloir s'y mettre. Mais il y a deux choses. C'est qu'il y a une stratégie immédiate où il va falloir, d'une manière ou d'une autre, réagir ou ne pas réagir, d'ailleurs, à ces actes de guerre commerciale. Et puis ensuite, il y a une stratégie à plus long terme. Et si on prend différents secteurs, on parlait de l'automobile, on parlait des produits agricoles, mais il y a aussi l'intelligence artificielle. Dans ce domaine-là, les États-Unis ont pris beaucoup d'avance. Nous, on a des choses vraiment à faire. Il faut mobiliser des milliards pour remonter la pente. Et donc ça, ce sont plutôt que d'être toujours en réaction, il faudrait peut-être passer dans une sorte d'offensive stratégique. Mais est-ce qu'on en a les moyens, Jean-Antoine ? Est-ce qu'on en a les moyens ? Parce qu'il faut, je crois que tout le monde est d'accord sur ce plateau. On a des moyens en Europe. Il ne faut pas négliger. L'Europe, c'est, je ne sais plus, 19 000 milliards de PIB, un peu plus que la Chine. Les États-Unis, c'est 10 000 milliards de plus. Mais on a des moyens en Europe. Oui, mais l'Europe, c'est une volonté. L'Europe dans son entièreté. Oui, dans son entièreté. Oui, mais là, on a les moyens, mais je ne suis pas sûr qu'on ait forcément le logiciel. Le problème, c'est ça, c'est justement le logiciel. C'est-à-dire que maintenant, il faut vraiment se mobiliser, se bouger. Comme l'a dit d'ailleurs aussi Thierry Breton. Oui, mais on a vu la méthode Trump, c'est diviser. Il fait du business. Il veut diviser, bien entendu. S'il sent que face à lui, il y a un groupe, une entièreté, il va, comme il le fait, on parle de l'Italie ou de l'Allemagne, mais essayer de diviser. Il y a du deal. S'il voit la moindre faiblesse, il va s'engouffrer dans la brèche, ça c'est une évidence. Mais finalement, le meilleur juge de paix à la fin, ce seront les Américains et ce sera l'inflation aux États-Unis. Parce que sa politique, je pense qu'il le sait, il a des très bons conseillers économiques autour de lui, sa politique elle est très inflationniste. Lorsqu'on augmente les tarifs douaniers, ça veut dire que les produits importés, ils sont plus chers. Et donc pour le consommateur américain, acheter un téléphone portable, un frigo, c'est plus cher. Donc c'est un risque qu'il prend. Parce qu'en plus... Et lui parie sur le fait que tout pourra être produit aux États-Unis. Il parie sur la relocalisation. Évidemment, mais ça c'est un pari sur le long terme. Et dans l'immédiat, des tarifs douaniers, c'est une répercussion inflationniste sur le marché intérieur. Donc c'est un pari qu'il prend, d'autant qu'il s'est engagé fermement à faire baisser l'inflation. Il y a une autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est que Trump est motivé par certains indices. Il est motivé par exemple, le cours du dollar. Il est motivé aussi par la bourse. Et si l'économie américaine commence à couler, ce qui est fort probable avec l'avenue des tarifs, il va voir le Dow Jones Industrial Index faire comme ça et il va être embarrassé, pour dire le moins. Et donc, il va faire marche en arrière. Tout ce qui l'impacte personnellement ou dans son esprit, il va essayer de détourner ou de renier. Il a déjà fait avec... Il en a la faculté, on sait. Il a le verbe pour le faire et rien ne l'arrête. Exactement. Il a déjà fait, en fait, avec un prononcement sur l'immigration. Ça a été annoncé, c'était une fuite qui a coulé juste devant son investiture, qu'il allait monter une opération à Chicago. Oui, c'était cette nuit, je crois, ou au petit matin, une opération pour pouvoir arrêter et renvoyer, déporter, disent certains des immigrés. Ça n'a pas été fait. Exactement. Et ça aurait été dû être une surprise. Le fait que la surprise n'y est plus à cause de la fuite, ils ont reculé, ils ont dit « Ah non, en fin de compte, on va faire ça ». C'était de pur symbolisme, de pur théâtre, de pur cinéma. C'est vrai ce que vous dites, parce que hier soir, il y a quelque chose qui m'a marqué, moi. Quand il signait un décret, il se retournait et disait « Mais est-ce qu'il va y avoir des recours contre ce décret ?» On l'a vu hier déjà. Donc il n'est pas du tout certain non plus que tout ce qu'il a décidé va aboutir. Et ce que vous dites fort justement, c'est qu'il va y avoir effectivement des contre-effets qui vont se jouer, que ce soit en difficulté réglementaire ou en réaction économique, puisqu'il y a des entreprises qui vont... Ou en validation parlementaire, parce qu'on est quand même dans une démocratie. Trump n'est pas dictateur, et donc c'est le Congrès a un pouvoir de contrôle important. Même s'il a une majorité. Même s'il a une majorité, donc il peut faire appliquer son programme, mais malgré tout, c'est pas des décrets, vous évoquiez Xi Jinping un peu plus tôt, c'est pas tout à fait pareil quand même. On n'est pas ni en Russie ni en Chine. Non. Et ce qui est hallucinant chez Trump et aux États-Unis maintenant, c'est que je suis pas sûre que Trump se fiche du fait qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il promet. Par exemple, un décret qu'il a signé contre je ne sais pas le dire en français, birthright citizenship. On est né le droit du sol. Voilà, le droit du sol. Il a signé un décret comme quoi il va annuler, il va jeter à la poubelle le droit du sol. Mais c'est dans notre Constitution. Il ne peut pas le faire tout seul. Il ne peut pas le faire point, c'est tout. Mais le symbolisme est là et c'est un défi.